toutes et à tous, j'espère que ça va, que vous passez de pas trop mauvais moments. Ouais, bon, c'est pas français, mais on s'en fout. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Europe, parce que beaucoup de choses en Europe. Alors, vous savez que dans Europe, j'ai mis l'Angleterre. On va dire qu'elle est dans le même état que l'Europe, même peut-être pire. Nous avons beaucoup d'Ukraine, et dans les brèves, ouais, non, un truc de fou qui s'est passé. Le point, froid, gaz et chaos au Royaume-Uni, l'électricité vacille. Et je crois qu'il n'y a pas que l'électricité, hein. La semaine dernière, la Grande-Bretagne a frôlé la pénurie d'électricité à seulement 2000 mégawatts près. Si 700 000 bouilloires supplémentaires avaient été allumés au même moment... Ah, les bouilloires... Ouais, d'accord, pour faire le thé. J'avais pas compris. Ah ouais, non, on n'a pas la même vie. Attends, nous, on fait pas du thé, nous. Si 700 000 bouilloires supplémentaires avaient été allumés au même moment, les lumières auraient commencé à s'éteindre. Ah ouais, c'est bien, écoutez. Bon, après, quelle idée de mettre en même temps 700 000... Pourquoi ils ont pas autre chose à allumer que des bouilloires? Non mais... Le NESO britannique avait émis à l'heure du déjeuner un Electricity Capacity Market Notice. Ah ouais, c'était presque à 100% de leur capacité. Ah ouais, non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, on voit que, franchement, et là, je vais vous en lire une aussi. C'est chaud bouillant. Ouais, l'Angleterre, je sais pas ce qu'ils font, mais ça part complètement brioche depuis que la reine-mère, elle a trépassé. Ah ouais, non, mais ils auraient dû la faire éternelle. Ah ouais, non, ils auraient dû la faire éternelle. Il y a plus dégueu. Le Prince William, je sais pas quoi, là, Dumbo, il sert plus à rien. Le charbon, extrait des mines britanniques, pourrait être brûlé dans des centrales électriques locales dès que le besoin s'en faisait sentir. Ah ouais, c'est sûr. La politique énergétique britannique a été dominée par la quête du net zéro. Pourtant, de simples déclarations d'intention ne suffiront pas à garantir notre sécurité énergétique. Ah ouais. Si ces ressources renouvelables ont indéniablement leur utilité, le fait qu'elles manquent cruellement de fiabilité. Mercredi dernier, le problème était évident pour quiconque mettait le nez dehors. Le soleil s'était couché et l'air était relativement calme, soit un scénario typique des froides soirées d'hiver, et cela ne date pas d'hier. Les panneaux solaires ne produisent rien une fois la nuit tombée. Ouais, tandis que l'ensemble des éoliennes, ben ouais, s'il n'y a pas de vent, c'est mort. Ouais, à moins que tu places des shadocks en bas qui pédalent. Dans le même temps, la baisse des températures... Mais je croyais qu'il y avait le réchauffement climatique. Eh ben oui, parce que normalement, il devrait avoir chaud maintenant. Ouais. Des réserves qui se vident. Ouais, les réserves de gaz, c'est ça. Stockage de gaz minimaliste pour gérer les approvisionnements que nous achetons. Ouais, c'est ça qui est cool. Au début des années 2000, le nucléaire fournissait environ un quart de notre électricité. Aujourd'hui, cette part est tombée à 15% et la majorité de cette capacité devrait être mise au service d'ici la fin de la décennie. Oh bah oui, bah ils vont revenir. Ouais. À faire du feu. Ah ouais, non, mais à faire du feu. Un avenir en vert ou noir? Ah bah oui, bah en vert et noir. C'est-à-dire vert parce qu'il est écolo, mais noir parce que du coup, ils auront ni de chauffage, ni d'électricité, ni de quoi faire manger, ni... Non, je te dis, ils vont se retrouver à faire du feu. On vit dans la fin d'une civilisation. Le Monde, Paolo Gentiloni, commissaire aux affaires économiques. Le commissaire aux affaires économiques appelle les Européens à réagir face à des prévisions de croissance qui restent modestes et aux nombreux défis écologiques et géopolitiques qui attendent le vieux continent. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Au plus ils vont faire leur truc écologique, soi-disant, pour être au top, au plus ça va détruire tout ce qui faisait des pépettes, en fait. Parce que si tu enlèves toutes les usines, si tu enlèves toutes les mines, si tu enlèves tout le combustible, les énergies fossiles et tout, tu vas produire les trucs avec quoi? La croissance européenne reste morose. Pourquoi? Mario Draghi, dans son rapport sur la compétitivité, appelle les Européens à agir sans attendre, sans quoi l'Union, en plein décrochage économique, serait, dit-il, promise à une lente agonie. Ah ouais, non, mais il est bien, lui. C'est fou comme ils sont bien une fois qu'ils sont partis. Vous avez remarqué? Une fois qu'ils sont partis, d'un coup, illumination. Ils vous sortent des trucs, tu te dis avant et après. Mais pas pendant. Pendant qu'ils sont là, c'est de la merde. Ouais, non, c'est bizarre. Hollande, il vient te donner des leçons. Il vient te dire, ouais, il aurait fallu faire ça. Mais pendant qu'il y était, il n'a jamais fait. Sarkozy, pareil. Macron, pareil. Bon, Macron, c'est même pas la peine d'en parler. Mais c'est pour vous dire, une fois qu'ils sont partis, après, je sais pas pourquoi, du coup, ils ont des illuminations, miracles. Ils ont vu Dieu, je sais rien. Enfin bon. Non, c'est une illusion européenne dont l'Allemagne a été le principal acteur. Plus que les autres États membres, elle doit aujourd'hui augmenter ses dépenses en matière de défense. Ah, d'accord. L'Europe est cernée, que peut-elle faire? Ah bah oui.
C'est à la Commission qu'il revient de prendre des initiatives législatives. Aujourd'hui, plus que jamais, elle en a le devoir car l'exécutif européen est stable. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est Ursula. Ah ouais. Mario Draghi évalue à 800 milliards d'euros les investissements supplémentaires que les Européens doivent faire chaque année s'ils veulent rattraper leur retard. Ah ouais. Il faudra des investissements européens dans des biens communs européens. Non, c'est sûr. Mais c'est l'investissement privé le nerf de la guerre. Ah. L'investissement public représente en moyenne en Europe 3-4% du produit intérieur brut de l'Europe. Oui, non, pas de... Aujourd'hui, grâce au plan de relance européen post-Covid, il est presque à son plus haut, à 3,8 du PIB. Et là, tu viens de dire entre 3 et 4. Donc 3,8, on y est. Non, mais l'investissement privé, lui, représente un peu moins de 20% du PIB. Alors, après le Covid-19, les Européens ont emprunté, enfin les Européens, ouais, c'est la Commission européenne, parce que moi, perso, j'ai rien emprunté, ensemble pour financer un plan de relance à 800 milliards d'euros. Ah, voilà. Alors, c'est un succès, d'accord. Il a permis d'éviter sur les marchés financiers une fragmentation de l'Union qui aurait été... Ah oui, d'accord. C'est d'ailleurs pour cela qu'Angela Merkel, alors chancelière allemande, a accepté cette idée des eurobonds qui était alors inacceptable. Ensuite, il a stimulé l'investissement public. D'accord, bon, c'est pas où. En fait, il a permis d'avoir une croissance plus équilibrée entre le sud et le nord. Ah bah oui, maintenant... Et ouais, on a tout nivelé. C'est tout au même niveau. Ouais, non, il faut pas que... Non, tout bien bas. Mais tout bien... voilà. Selon vos prévisions, le déficit français monterait à 5,4% du PIB en 2026, après 5,3% en 2025 et 6,2% en 2024. Le gouvernement français table sur un déficit de 5% en 2027. Comment expliquez-vous cette différence? Ben, ils savent pas compter. Et voilà, c'est tout, hein. Non, parce que si on a une espèce de Bruno Le Maire ou un truc comme ça, bon, je sais pas qui c'est qu'il y a maintenant. La Commission se félicite des efforts de la France pour réduire son déficit. Mais elle estime qu'il pourrait plus peser sur la croissance que ne l'anticipe Paris. Par ailleurs, elle évalue le coût du remboursement de la dette à un montant plus élevé que la France. Voilà, donc que des bonnes nouvelles. JVTech, en 2009, la Suède a choisi de remplacer les livres par des ordinateurs. 15 ans plus tard, elle alloue 104 millions d'euros pour faire machine arrière. L'objectif était de moderniser l'éducation et de préparer les élèves à un monde de plus en plus technologique. 15 ans plus tard, ce choix est remis en question. Ah bah oui, ah non, nous ça va être dans 25 ans. Face à un déclin des compétences fondamentales et des préoccupations croissantes sur l'impact des écrans, la Suède fait marche arrière. Et ouais. Le gouvernement de l'époque voyait dans les ordinateurs et les tablettes un moyen de rendre l'apprentissage plus engageant et accessible. Les manuels scolaires imprimés étaient progressivement abandonnés au profit des supports numériques. Ah oui, non, c'est sûr. Ils vont revenir avec l'encre et la plume. Tiens, c'est des parchemins. On va dérouler, on va voir les rouleaux et tout. Ah ouais, non, mais c'est truc de fou, c'est truc de fou. Bien que la Suède reste un des pays les mieux classés en termes d'éducation, des études récentes et des témoignages de parents et d'enseignants ont mis en lumière les limites de cette approche. Et ouais, c'est-à-dire ils sont très réactifs. Tu vois, c'est-à-dire que dès qu'on leur dit, voilà, là il y a un problème, le niveau il baisse et tout, un peu comme chez nous, tu vois, puisque maintenant on est 35e, de suite, réaction, tu vois, action, réaction, hop, de suite ils changent le modèle. Que nous, non, nous on reste dans notre truc. Ah ouais, non, Attal il a dit qu'il fallait plus de numérique, donc on va rester là-dessus. Et pendant 25 ans, on va rester là-dessus, tu vois, c'est ça le problème. Et après on se demande pourquoi la France est toujours un truc de retard, tu vois. Un retour aux fondamentaux, ah bah oui. Alors, entre 2022 et 2025, 104 millions d'euros seront investis pour garantir qu'à terme, chaque élève dispose d'un manuel papier pour chaque matière. L'objectif est clair, retrouver une approche éducative plus équilibrée, où les outils numériques ne remplacent pas les fondamentaux, mais viennent en complément. Pour le gouvernement, cette situation reflète une erreur stratégique, avoir trop rapidement délaissé les méthodes traditionnelles d'apprentissage sans anticiper les effets à long terme. Eh ouais, non, à long terme, chez nous, ça n'existe pas. Voilà. Nous, c'est immédiat, passé, tu vois, à court terme, mais à long terme, moyen, des fois, mais long, ça n'existe pas. Alors, ok, allez, on finit sur celui-là, on va dire, sur l'Europe. Le Figaro, trafic de milliers de tonnes de déchets entre la France et l'Espagne. Dans le Var, une entreprise rattrapée par la justice, non si bien. Le gain des infractions et le préjudice environnemental sont estimés à 10 millions d'euros. Ah bah oui, attends.
Ou on fait ou on ne fait pas. Attends. Une entreprise varoise de traitement de déchets, localisée à Flassan-sur-Issol, à une 50aine de kilomètres de Saint-Tropez, permettant de mettre à jour des faits de gestion illicite de déchets. Une enquête est alors ouverte par le paquet de Draguignan. Alors, Stéphane B. Oh mon Dieu, alors a remporté plusieurs marchés de traitement des déchets, notamment pour la métropole de Toulon et l'agglomération de Brignoles, en proposant des prix très bas. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, blanchiment aggravé, et faux et usage de faux. Oh bon, écoute, voilà, hein? Non, c'est bien. Alors, on va partir donc sur de l'Ukraine, Le Monde, guerre en Ukraine, Vladimir Poutine signe une loi pour annuler les dettes des soldats russes. La nouvelle législation permettra ainsi à tous ceux qui signent un contrat d'1 an pour aller combattre, après le 1er décembre. Donc ça va durer encore jusqu'au mois de décembre. Bon, déjà vous savez, de se libérer de leurs dettes ainsi que leurs conjoints. Une mesure fortement incitative alors que la Russie cherche des volontaires. Je vous avais parlé la dernière fois des soldats nord-coréens. Alors selon l'Angleterre, il y en avait 10 000. Selon les Sud-Coréens, il y en avait 8 000. Et là, selon le Pentagone, les soldats nord-coréens stationnés en Russie vont combattre prochainement les forces ukrainiennes. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a toutefois affirmé n'avoir pas vu d'informations significatives faisant état de soldats nord-coréens activement engagés au combat à ce jour. Non, moi je vous dis, il y a un problème. Le président russe a signé samedi une loi qui permet à ceux qui s'engagent pour combattre en Ukraine d'effacer les dettes et qui ne parviennent pas à payer jusqu'à l'équivalent de 92 000 euros. Ah ouais, c'est pas mal quand même, hein. Alors, les jeunes Russes en âge de combattre car les vingtenaires et les trentenaires sont les plus à même d'avoir contracté des emprunts. Vous savez qu'ils ont coupé le robinet de gaz, d'accord, de la Russie vers l'Europe, l'Ukraine. France-TV-Info.fr, guerre en Ukraine, Kiev a reçu sa première livraison de gaz naturel liquéfié américain. Selon l'Ukraine, l'obtention de livraison directe de GNL américain contribuera à alléger la pression sur le marché européen du gaz. C'est lui maintenant qui gère l'Europe, qui gère ses besoins en gaz, en électricité et tout. Ah ouais non, parce que du coup, alors qu'un important accord permettant le transit de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine arrive à expiration. Ben oui, on va pas s'en sortir, hein. DTEK, la plus grande compagnie énergétique privée d'Ukraine, a pris livraison aujourd'hui de sa première cargaison de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis. Et donc, DTEK a obtenu cette livraison par gazoduc après que le GNL a été livré vendredi à un terminal grec de regazéification en Méditerranée. Des cargaisons comme celle-ci ne fournissent pas seulement à la région une source d'énergie flexible et sûre, mais elles contribuent également à éroder l'influence de la Russie sur notre système énergétique. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, du coup, on est tributaire des États-Unis. France-TV-Info.fr. Bon, les Ukrainiens sont forts, hein, d'accord, on est ok, ils sont forts pour se battre et tout. Par contre, les Russes, c'est compliqué, hein, ils veulent plus y aller et tout. Il y a presque plus personne, tout le monde est mort. Je veux dire, bon, et là, ils ont pris des Nord-Coréens qui vont au combat, mais dont personne ne sait l'existence. Et donc là, France-TV-Info.fr. Je ne veux plus de cette vie. En Ukraine, les habitants et soldats résignés penchent pour la négociation avec la Russie. C'est France-TV-Info.fr. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc non plus de fou, quoi. Et c'est pas un truc complotiste ou c'est pas un truc hors mainstream, quoi, je veux dire. Eh ben, là, ils disent le contraire de ce qu'ils disent à la télé, vous voyez, ou de ce qui est le narratif à la radio. La presse est quand même plus diversifiée que le truc mainstream. Alors que les soldats russes continuent de progresser dans l'est du pays, certains se préparent à négocier et à devoir céder des territoires à Moscou. Eh ouais. Je me moque de comment on y arrive, je ne veux plus de cette vie. Ben ouais, bien sûr. Je crois que franchement, c'est top d'aller faire la guerre. Pokrovsk, partiellement détruit et sous les bombardements permanents des Russes. Quelques habitants qui n'ont pas fui, suspendus aux décisions que va prendre Donald Trump. Ils nous disent majoritairement, et c'est nouveau, qu'il faut maintenant négocier, quitte à renoncer au territoire pris par Moscou. C'est l'impasse. De toute façon, l'impasse. Là, on a le choix entre se suicider ou continuer à souffrir en attendant de se faire tuer. Tenter de retenir ses larmes, car vivre à Pokrovsk, c'est survivre. Sans électricité, sans gaz, depuis des mois. Dans les files d'attente pour récupérer de l'eau, le stress et l'épuisement sur tous les visages. Il faut les laisser garder ces territoires. Il faut qu'on arrête de tuer des gens, en finir avec cette torture. Il faut rétablir Internet et l'électricité. Je me moque de comment on y arrive et qui le fait, mais je ne veux plus de cette vie. La nuit noire, quand les soldats blessés de ce front de Pokrovsk arrivent dans un bunker secret.
Les drones russes survolent en permanence et visent ces équipes d'évacuation. Ne rien éclairer dehors et s'enfoncer au plus vite dans les sous-sols. Ces combattants reviennent de l'enfer. Les Russes enchaînent les offensives sur les positions ukrainiennes et gagnent du terrain. Ces soldats ont reçu des éclats d'obus. Alors, faut-il renoncer, comme le disent les civils de Pokrovsk? Nous rejoignons sur ce front la 155e brigade mécanisée. 4000 soldats formés en partie en France. Et près de la moitié qui a déserté tant les combats sont difficiles. La veille de notre tournage, ces hommes ont perdu 7 camarades. Alors le commandant ne juge pas les déserteurs et souhaite une négociation avec Vladimir Poutine. Non, je sais que ce n'est pas possible de reprendre nos territoires perdus en continuant la guerre et en combattant. Ou alors il faudrait accepter le sacrifice de trop de soldats, trop de civils. Bien sûr qu'ils veulent plus de cette vie. Enfin, c'est pas une vie. Hein. Et on va finir par celle-là, parce que j'ai halluciné. J'ai pas compris. Guerre en Ukraine. Midi libre. Kiev vient de se trouver un allié de taille pour les 100 prochaines années. Donc moi je me suis dit, bon c'est genre, vous savez le truc putaclic là, les 100 prochaines années, mais bon, genre il a exagéré, vous voyez. Il a fait son Marseillais quoi. Non. En signant un accord historique avec Londres, ce 16 janvier 2024, Kiev s'assure d'avoir un allié solide pour les 100 prochaines années. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé jeudi un accord de partenariat liant leurs pays pour les 100 prochaines années, notamment en matière de sécurité, à quelques jours du retour de Trump à la Maison-Blanche. Alors, nous travaillerons avec vous et tous nos alliés sur des mesures suffisamment solides pour garantir la sécurité de l'Ukraine, a déclaré Keir Starmer lors d'une conférence de presse conjointe avec Volodymyr Zelensky. Nous jouerons pleinement notre rôle dans la perspective d'un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie que le président élu américain Donald Trump affirme pouvoir obtenir dans les prochains mois. La visite de Keir Starmer à Kiev intervient 2 jours après celle du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Pourquoi pas? À un moment où les dirigeants européens étudient les garanties de sécurité qu'ils pourraient fournir à l'Ukraine après la fin de la guerre. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche fait craindre que les États-Unis ne cherchent à contraindre l'Ukraine à se plier à la plupart des conditions posées par Moscou pour mettre fin à la guerre, soit le renoncement par Kiev aux territoires occupés par les forces russes dans l'est du pays, ou encore à toute adhésion future à l'OTAN. Journée historique pour Zelensky. Ah bah oui, ça c'est sûr. Le traité qui sera soumis au Parlement britannique alors attendez, pas encore d'accord, ok. De la sécurité dans la mer Baltique et en mer Noire, afin de dissuader les agressions russes. Le texte couvre également des domaines tels que l'énergie, les minéraux critiques et la production d'acier vert. L'ambition de Poutine d'éloigner l'Ukraine de ses partenaires les plus proches a été un échec. Ah non, pas du tout, il en avait rien à foutre. Justement, lui, ça l'arrange parce que la Grande-Bretagne a été l'un des principaux soutiens à l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils ont plus d'électricité. Non, c'est sûr. C'est ça, là, tu le vois. Quoi, hein. Des fois, de soutenir des gens, c'est pas le top. Et on va passer sur les brèves. Donc ça, je pense que vous l'avez vu. LeFigaro.fr, l'ex-commissaire européen Thierry Breton va intégrer le conseil consultatif international de Bank of America. Non, mais il aime pas l'Amérique, le mec. Non, il peut pas se les voir. Musk et tout, Donald Trump et tout, c'est tous des connards. Non, c'est sûr. Mais pourquoi dans une banque, ça va. Ensuite, RFI, Howard French, comme les Français. L'esclavage a été la base de l'essor européen et de la création de l'Occident. On le connaît, non, lui? On l'a pas déjà vu? Il me dit quelque chose, lui. Dans Noire Origine, vous nous invitez à nous débarrasser d'un certain nombre d'œillères historiques sur la place de l'Afrique dans l'histoire. Ah non, c'est tes œillères à toi, hein. Moi je sais très bien la place de l'Afrique dans l'Occident. Non mais lol. Vous soutenez la thèse dans ce livre que la recherche avide de cet or africain par les Portugais ont été l'un des moteurs des grandes explorations portugaises et que ce moteur a été complètement oublié de l'histoire. Ah ouais, non mais c'est sûr que les Portugais c'était des sauvages, hein. Franchement, ils ont colonisé plein de pays. Moi, je savais pas qu'ils avaient autant colonisé de pays, les Portugais, vous voyez. Non, parce qu'on parle toujours de la France, on parle de l'Espagne, vous voyez, mais de l'Angleterre. Mais c'est vrai que les Portugais, ils ont vachement colonisé. Non, pour moi, c'est des sauvages. Et quand tu vas dans le pays de quelqu'un qui habite déjà pour lui prendre son pays, je vais dire, pour moi, tu es sauvage, hein. Enfin bon. Courrierinternational.com, les importations européennes de gaz naturel liquéfié russe ont atteint un nouveau record en 2024.
Malgré sa volonté de se détourner des combustibles fossiles qui financent l'effort de guerre du Kremlin en Ukraine, l'Union européenne continue d'importer massivement du gaz naturel liquéfié en provenance de Russie et ces importations atteignent des niveaux inédits, constate The Guardian. Ah ouais, non mais il y a plein à dire. Express. Comment l'Italie est devenue le 4e exportateur mondial des recettes qui pourraient inspirer la France. Tout un symbole, le rapport sur la compétitivité rédigé par Mario Draghi. Non, c'est une blague. Non, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a que ça à faire, des rapports, en fait. Putain, ils doivent être bien payés, les rapports, hein, moi je te le dis. Seule la Chine, les États-Unis et l'Allemagne la devancent désormais. La France, elle, n'en finit pas de reculer au classement et pointe à la 7e place. Pire, elle a vu son déficit commercial se creuser de 8,1 milliards d'euros sur le seul mois de septembre quand son voisin transalpin affichait un insolent excédent de 2,5 milliards d'euros. Il y a une certaine continuité dans la volonté du pays de conquérir cette 4e place. Ah ouais, non, c'est sûr. À nous 7e. Même pas la bronze. Ah ouais, non, même pas la bronze. Ah ouais. Secretdéfense.org. La Pologne va surpasser durablement la France et l'Allemagne comme première puissance militaire de l'UE avec cet achat massif. La Pologne vise la première place en tant que force militaire européenne avec les acquisitions de Krab et K9A1. Bon, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous lire ce que c'est, hein. Non, c'est bien. Leséchos.fr. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni s'est détourné de l'Europe. Les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont réduites depuis 2018. La Chine est devenue le premier fournisseur du pays en 2023. Ouh, il faut abattre les Chinois et les Chinois et les Chinois et leur riz. La dépêche. Guerre en Ukraine, une attitude criminelle. Des soldats ukrainiens ont-ils profité d'une formation en France pour déserter? Bon oui. Oh bah tu sais, nous ici en France, il ne devrait pas soir, hein. Alors je te dis, autant ça rentre, autant ça sort, ça fait ce que ça veut. Ah ouais, non mais, Kiev a annoncé ce jeudi avoir ouvert une enquête accusant plusieurs soldats ukrainiens de désertion. Oui, il paraît qu'ils vont enlever maintenant la loi contre la désertion et tout, parce qu'ils s'en sortent pas. Et d'abus de pouvoir, alors que plusieurs centaines d'entre eux étaient formés en France. Le commandement militaire ukrainien a été pointé du doigt. Cette brigade fait l'objet de controverses depuis son retour le mois dernier de France où ont été formés 2300 des 4500. Près de 1700 soldats de la brigade ont déserté, pour la plupart avant même que leur unité ne soit déployée sur le front, et 50 durant la formation en France. Il a accusé mardi, dans un long message sur Facebook, le commandement militaire ukrainien d'avoir failli à la formation initiale de la brigade qui s'est déroulée dans un chaos organisationnel complet, c'était français, et d'avoir envoyé ses soldats dans d'autres unités pour y colmater les trous en termes d'effectifs. Selon lui, ce qu'il restait de la brigade a été envoyé notamment à Pokrovsk, l'un des secteurs les plus chauds du front Est, tandis que son commandement a été démis de ses fonctions ainsi que plusieurs de ses subalternes. Non, c'est magnifique. Et oui, voilà. Le président français Emmanuel Macron avait rendu visite début octobre aux soldats de la 155e brigade ukrainienne lors de leur entraînement en France. C'est parce qu'il y est allé, voilà, c'est pour ça. Je vous dis, lui, c'est la pierre philosophale inversée. Tout ce qui touche, ça devient de la merde. Tout ce qui est organisé se désorganise, tout ce qui est beau devient laid. Non, c'est magnifique. Et on va faire donc maintenant la vidéo finale. Donc comme je n'avais rien de particulier, on n'a rien en Europe, donc on n'a même pas des trucs super chelous ou super intéressants. Donc écoutez, j'ai pris la Lune, hein, voilà. Quel rapport la choucroute? Une source de chaleur géante inexpliquée détectée sur la face cachée de la Lune par les scientifiques. Futura, science.com. Une découverte surprenante vient ébranler notre compréhension de la Lune. Des scientifiques ont détecté une mystérieuse source de chaleur sur sa face cachée. Cette anomalie thermique soulève de nombreuses questions sur la composition et l'histoire géologique de notre satellite naturel. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu sur cette putain de Lune durant toutes ces années, ces Américains? Alors, cette découverte remet en question nos connaissances actuelles sur la composition de notre satellite. On a vraiment un problème. Moi, je suis sûre que vous savez quoi? Ils y arrivent même pas dans l'espace. Moi, je vous le dis, je suis sûre qu'ils y arrivent même pas. Qu'en fait, les photos qu'ils nous prennent, en fait, c'est des photos
Genre, par exemple, vous voyez, je sais pas, genre le satellite, il est à, je sais pas, peut-être 1000 kilomètres, vous voyez. Mais ils sont tellement puissants, les objectifs et tout, avec l'intelligence artificielle, avec ci, avec là, qu'ils arrivent à photographier des trucs super lointains, les analyser et les remettre dans le bon ordre, on va dire. Mais je suis sûr qu'ils y vont même pas dans ce putain d'espace, je suis sûr et certain. Les scientifiques ont repéré une zone anormalement chaude enfouie sous la surface de la Lune. Cette région d'environ 50 km de diamètre présente une température supérieure à 10 degrés Celsius à son environnement immédiat. Cette différence thermique, bien que modeste en apparence... Oh ben non. Je vais te dire, entre 0 et 10 degrés, il y a une différence, hein. Je vais te dire, bon, tu vois. La présence d'un énorme bloc de granit. Alors là, on est parti sur du monolithe. Comme dans Odyssée 2000, je sais pas combien, là, 2001, l'Odyssée de l'espace, là, je sais pas quoi. Ce type de roche, un énorme bloc de granit. Mais de quoi est composée la Lune, finalement? Ce type de roche commun sur Terre est rarement observé en grande quantité sur d'autres corps célestes. Oui, enfin, c'est-à-dire la Lune. Sa découverte sur la Lune soulève donc de nombreuses questions sur les processus géologiques qui ont façonné notre satellite. Un ancien volcan lunaire. Comment? Il y avait une activité volcanique sur la Lune? Les chercheurs émettent l'hypothèse que cette anomalie thermique pourrait être le vestige d'une activité volcanique ancienne. Le granit sort des volcans. Un volcan éteint depuis environ 3,5 milliards d'années. Non, on a un problème. Non, on a un problème. Serait à l'origine de ce phénomène. Bien que l'éruption ait cessé depuis longtemps. Ben oui, c'est sûr, il y a 3,5 milliards d'années. Attends. Il a cessé depuis longtemps. Le magma résiduel, piégé sous la surface, il y a un manteau terrestre, un manteau lunaire, continuerait d'émettre une radiation thermique détectable. Ah non, mais là, c'est pas détectable, là, c'est carrément 10 degrés de plus. Cette découverte est d'autant plus passionnante qu'elle révèle des similitudes inattendues entre la Terre et la Lune. D'accord. Ce phénomène est plus proche de ce que nous observons sur Terre que ce que nous imaginions possible sur la Lune, qui manque pourtant d'eau et de tectonique des plaques, éléments cruciaux pour la formation du granit terrestre. Ouh, je vous dis, on va avoir de ces trucs. Non, mais là, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Non, mais il y a tout qui s'effondre. Même leur truc de con de Lune. Pour détecter cette anomalie thermique, les scientifiques ont utilisé une méthode novatrice basée sur l'analyse des micro-ondes. Cette technique leur a permis de mesurer les températures sous la surface lunaire avec une précision inédite. Les données ont été collectées grâce à plusieurs missions spatiales. Les orbiteurs lunaires chinois Chang'e 1 et 2, le Lunar Prospector de la NASA et le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. La présence de ce granit sur la Lune pourrait reformer notre compréhension sur son histoire géologique. Sur Terre, le granit se forme généralement dans des conditions spécifiques, oui, que toi tu as dites, impliquant la présence d'eau et des mouvements tectoniques. Eh ouais, peut-être que non en fait. Or, ces éléments sont absents sur la Lune. Eh ouais, c'est con. Eh ouais, non, c'est con. Cette découverte pourrait donc nous amener à repenser les mécanismes de formation des roches dans des environnements extraterrestres. Elle ouvre également de nouvelles perspectives sur l'évolution géologique des corps célestes dépourvus dans nos sphères et d'eau liquide en surface. Les résultats de cette étude passionnante ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature. Voilà, non, c'est magnifique. Eh ben, écoutez, alors entre la pyramide qui résonne, là, la Lune maintenant qui a une source de chaleur inconnue sur sa face cachée, c'est le réacteur. Non, c'est pas le réacteur. Non, parce qu'ils avaient dit à un moment donné que genre la Lune c'était comme l'étoile noire, vous savez, dans Star Wars. Et qu'en fait, parce que quand il y a une mission, soi-disant spatiale de Apollo, qui s'était posée, enfin je sais pas quoi, et donc ça avait teinté pendant, enfin ça avait fait doum, tu vois, et ça avait vibré pendant un long moment. Et donc ils avaient dit oui, la Lune est creuse. Et en fait, attends, peut-être c'est genre, tu vois, un truc satellite extraterrestre qui nous surveille et tout. Peut-être le réacteur est derrière. Voilà, vous voyez, pour le maintenir à bonne distance et tout. Voilà, on sait pas dans la vie. Vous savez, maintenant, moi, je ne suis plus sûre de rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'est tout, hein. Donc d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.